Bonjour, vous écoutez le podcast Trop de questions présenté par Le Petit Georges. C'est moi, coucou, c'est moi que vous entendez dans vos oreilles. Trop de questions, c'est un podcast qui invite et interroge des artistes plus ou moins proches du monde de la scène et de la comédie. Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai ouvert une page Utip si vous voulez me soutenir dans ce projet et dans les autres à venir. Elle se trouve dans la description. Merci beaucoup et bonne écoute. Si t'es ok. Ah bah grave. Ok, cool. Comment tu vas? Eh bah écoute, ça va. Merci de m'accueillir parce que on se connaît pas beaucoup, toi et moi. C'est vrai. Moi, je t'ai rencontré, on s'est vu. Oh là là, l'addiction. Allez, on reprend cette phrase. On s'échauffe, Georges. C'est parti. Moi, je t'ai vu la première fois en Belgique. Ouais. Quand on s'est croisés tous les deux au théâtre de la Toison d'Or, j'ai été invité par le collectif What the Fun. Et t'as été très très gentil avec moi. Parce que toi, t'étais super gentil Mais aussi. j'étais en mode mais je t'aime beaucoup, genre comme ça, très très vite. Et Ouais. après, j'ai assisté à ton passage du coup dans les coulisses où je t'ai pas vu sur scène, mais je t'ai entendu depuis la scène. Et j'ai fait, mais je suis très fan de ce que tu fais, de ton personnage sans même te voir. Et j'ai eu envie très vite de voir ton spectacle. Et j'ai vu ton spectacle et j'étais très content de le voir. Et du coup, je suis en train de passer un très très bon moment alors que ça n'a pas commencé. Waouh, mais ça me fait si plaisir, merci. Donc très reconnaissant pour l'accueil et tout. Et je voulais savoir toi comment tu vas. Comment est-ce que tu pourrais te présenter aux gens aussi parce que comme on s'est vu que 3 fois du coup dans nos vies, Ouais. tu fais partie de ces gens que j'interviewe que je connais pas très très bien. Mhm. Et du coup je vais pas pouvoir faire passer genre notre complicité parce que ça fait depuis des années qu'on se connaît. Ce n'est pas le cas. Du coup ouais, comment est-ce que tu pourrais te présenter aux gens? Oh là là, comment je pourrais me présenter à moi-même déjà c'est compliqué. Attends, j'ai pas pris mon carnet. Vas-y, meuble. Je meuble, ok. Bah écoute, je suis... Oh putain, sans que ce soit chiant, je suis à la base comédienne, auteur, enfin dans le sens où j'ai toujours écrit. Et je suis maintenant 80% du temps humoriste. 80%? Ouais. C'est quoi les 20%? Les 20%, c'est que je continue à faire des vidéos, ça c'est une chose, mais à aussi bosser sur des projets perso de films, de séries. Ok, Voilà, trop cool. sur lesquels j'écris, et puis certains dans lesquels je voudrais jouer. Et voilà. Genre Voilà. tu bosses en tant qu'autrice pour d'autres personnes aussi? Non. En tant qu'autrice, je suis par exemple en train d'écrire un livre là, Ok. humoristique avec Trop une de cool. mes meilleures potes, Audrey Baldassar. Je sais pas si tu l'as déjà Pas du croisée, tout. qui est très drôle, mais qui est souvent barrée dans les montagnes de l'arrière-pays niçois, Ok. d'où elle est originaire. Et ouais, on est super contente. On a signé pour un bouquin qui va s'appeler Peut-on rire de tout, TOUX, petit guide de défense auto-immunitaire. Voilà, c'est un livre humoristique sur l'hypocondrie. Et elle fait des illustrations aussi. Donc bon, voilà, ça c'est un peu mon vrai premier travail d'auteur rémunéré. Mais sinon, on avait aussi écrit une pièce toutes les deux. Voilà, Ça s'appelle comment la pièce? Supermatozoïde. C'était sur un couple de lesbiennes qui cherchent un donneur. En fait, le truc, c'est que moi, donc ça fait 5 ans que je suis intermittente. Et j'ai beaucoup gagné ma vie, toi t'as vu le spectacle, j'en parle dedans, en jouant dans des pièces de boulevard, de café-théâtre, Oui, de genre trucs bien Couscous lourds. sous lardon. Exactement. Mais qui est vraiment, je crois, la meilleure de ce que... Ça, j'ai commencé par ça, qui était vraiment le top. Ça m'a vraiment hyper formée à la scène. C'était une expérience de dingue. Et derrière, j'ai enchaîné plein de pièces... certaines bien, certaines moins bien, dont une, mais sur laquelle on s'est beaucoup marré, où j'ai rencontré plein de gens super, qui s'appelait Jamais le deuxième soir, et j'ai rencontré Audrey là-dedans, et elle étant humoriste aussi. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on est humoriste, ça c'est une chose, mais on a aussi envie de s'éclater sur scène. Viens, on s'écrit une pièce où... Parce que souvent, dans ces pièces-là, les rôles pour les meufs, c'est tu serres les vannes et c'est le Ouais. mec qui se match, tu fais vraiment le ficus. Et on en avait plein le cul, quoi. Soit tu joues la bimbo débile, soit tu joues la coincée, lesbienne refoulée, enfin... Bon, et du coup, voilà, on a écrit une pièce, mais à 3 personnages, on n'était pas que 2 sur scène. C'était hyper drôle le temps que ça a duré, mais une pièce, c'est comme un bébé. Si tu veux que ça marche, il faut s'en occuper vraiment tout le temps. Et on voulait plus chacune développer nos carrières Notre carrière solo. d'humoristes, ouais. Et je trouve ça enfin moi je trouve ça curieux comme parcours parce que tu sors un peu des cadres de gens que je croise où moi je vois des gens qui ont fait du stand-up, ont commencé genre soit par faire du théâtre dans leur jeunesse et qui se sont dit vas-y je vais me mettre en scène. Genre toi t'as eu une vraie carrière de comédienne avant tes seuls en scène. Je sais que t'as eu un autre spectacle, t'as fait un autre spectacle qui s'appelait Love Fiction. Ouais.
Alors, bon, c'est un peu compliqué. En gros, si tu veux... Putain, j'ai peur de tout mélanger, mais en gros, pour expliquer un peu le vrai parcours, je suis d'une famille d'artistes. Du côté de mon père, je suis la 7e génération de comédiens. Wow, trop stylé. Sans interruption. Et du coup, quand j'ai un peu fait mon coming out de je vais être comédienne aussi, j'ai osé le formuler à mon père quand j'avais 15 ans. Il s'est mis en position fétale, il a pleuré pendant 2 heures en disant qu'on était une famille maudite et tout. C'était affreux. Donc après, j'ai fait bon, voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça allait être plus simple de faire comme ma mère, c'est-à-dire chanteuse. Erreur. C'est pas du tout un truc que j'avais envie de faire. Je chante bien, hein, ça je le sais. Mais bon, après, tu tapes dans une poubelle, il y en a 12 des comme moi qui en sortent. Mais je me suis un peu fait croire que c'est ce que je voulais faire pendant un moment. Et puis voilà, après à 19 ans. Hein, pardon, je t'ai interrompu. Désolé, vas-y. Non, mais je t'en prie. Non, oh là là. Non, t'inquiète. C'était juste, mais pourquoi est-ce que ton père, il était pas genre coucou alors, il y a Turlut qui est sûrement en train de moi. Oui, on va faire une petite interlude Turlut. N'hésite pas à le virer. Il est extrêmement codépendant. Ça peut être. Qu'est-ce qu'il est lourd, putain, ce chat, c'est pas possible. Il a toujours besoin d'être très près. Turlut est un chat et de temps en temps, vous allez le voir passer. Enfin, vous allez l'entendre passer. C'est pas grave. Grosse dinde. C'est pas grave. Le rythme de ce podcast est de façon très très chaotique à chaque fois. Du coup, allez, les gens sont habitués maintenant. Oui, donc pourquoi ton père il a vu ça comme une malédiction, le fait que tu voulais je sais pas si ça fait très longtemps que tu fais ce métier, mais c'est un peu horrible, quoi. Enfin, je veux dire que c'est pas ce que tu souhaites pour un enfant. C'est-à-dire que, pour ton enfant que t'aimes, c'est un métier merveilleux, mais c'est aussi un métier qui est très dur, qui est constitué la plupart du temps de rejet, de déception. C'est un métier qui est très compliqué. Et on va dire qu'il n'était pas tellement emballé par la précarité, par l'incertitude émotionnelle. Mais ton père, il faisait quoi ? Comédien aussi. Oh, c'est très curieux. Ouais. mais ça le rendait heureux d'être comédien ? Non. Mais après, mon père est très dépressif et très misanthrope. C'est pas du tout un bon exemple. Et il a jamais été content de rien. Et franchement, il a plutôt bien géré et bien réussi pour un mec qui a fait le métier à reculons. Complètement. Ma mère, en revanche, de l'autre côté... épanouie et tout. Non. Bipolaire, donc un peu excessif. Let's toujours, go. Tu vois, Non, allez. Mais de façon très... J'ai l'impression que je pose des questions gênantes depuis tout à l'heure. Non, pas du tout. C'est moi qui... Je me livre... Ah oui, j'ai pas trop de problèmes avec... Enfin, quand je livre les trucs, c'est que j'ai de la distance dessus. Cool. Ma pudeur se place pas aux mêmes endroits que d'autres gens, je pense. Ok, tant mieux. Parce que moi, j'ai beaucoup tendance à, des fois dans ma vie, de poser des questions. Et comme j'ai pas trop les normes des questions qui se posent et des questions qui se posent pas, des fois... Non, t'inquiète. Bon, franchement, il y a peu de trucs... Cool. En plus, on fait des métiers où quand même... Après, attention, hein, moi, il y a plein de trucs que je raconte sur scène... C'est pas que c'est pas la vérité, mais évidemment, quoi, faut monter un peu les potards. Si c'est juste pour parler de soi, non, il faut que ce soit marrant déjà. Ouais. Et bref, tout ça pour te dire. Ah oui, voilà. Et en gros, au bout d'un moment, à 19 ans, je suis partie à Bruxelles. On en parlera peut-être après, mais et là, moi, j'avais, en fait, là, j'ai tout lâché. Je me suis dit non, mais en fait, j'aurais jamais les couilles d'être comédienne. Puis j'ai pris trop de retard. T'as 19 ans, trop de retard. Ouais. Ok. Ouais, mais ouais. Enfin, tu sais, genre, j'ai jamais pris de cours. C'était en quelle année, ça ? Putain, 2012, 2011, 2012, un truc comme ça. J'ai 30 ans. Mais je sais jamais te dire en quelle année, j'avais quel âge. À part 91, je suis née, et là, je sais que j'ai 30 ans. Ça veut dire que 91, c'était 2020, alors. 2010, pardon. Ça fait 19. Ah oui. Peut-être. Ouais, si, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà. 2010, Bruxelles, trop de retard. Non, puis surtout le temps que je m'installe à Bruxelles, que je fasse un peu des petits boulots, et j'ai toujours, je te dis, beaucoup écrit. Moi, tu vois, la formule de billets d'humeur et de chronique, j'écris spontanément comme ça depuis toujours. J'ai vu que tu avais fait quelques chroniques pour cours de vent. Ouais. Cours de vent. Et parce qu'on a discuté après, parce que j'ai vu ton spectacle il y a quelques jours, il y a 5 jours environ, le jeudi. Et on a discuté un peu après avoir bu un coup avec Lucas Drapier qui a fait ta première partie sur le fait que je te verrais bien beaucoup en chronique, et j'ai découvert après que tu en avais déjà fait en cours de vent, et ça te va si bien les chroniques en vrai. Oh, merci. Et puis même, je sais pas si t'as regardé un peu les vidéos, le truc que je faisais, Fanny Ardente. Si, j'ai tout vu. Et ça, on dirait pas comme ça, mais en fait c'est une chronique. C'est du billet d'humeur, et c'est vraiment une forme d'écriture qui m'a toujours beaucoup correspondu, et même d'ailleurs pendant un moment c'était devenu un défaut parce que j'avais du mal à écrire autrement que comme ça. À Bruxelles, j'ai aussi été critique de cinéma pour un web magazine. Sur E4 Magazine. Ouais, exactement. Comment j'ai bien révisé, t'as vu ? Waouh ! Mais d'ailleurs, je leur ai demandé il n'y a pas longtemps s'ils pouvaient enlever mes articles, parce que bon, en plus, je découvrais vraiment... Parce que c'était pas... Enfin bon, voilà, c'est des formes d'écriture qui me correspondent bien et dont justement, j'essaye un tout petit peu de me sortir maintenant pour être
plus efficace et plus Très dans mon l'écriture métier. j'écris une lettre à quelqu'un, c'est ça? Un peu. Enfin, Parce que j'ai eu du mal. Genre, nous, au campus du Barbès, j'ai fait le campus du Barbès. Genre, je sais pas si tu vois ce que c'est, le campus. c'est un genre de masterclass. Ouais, mais qui dure 5 mois. Et Oh. on avait des cours de journalisme, des cours d'écriture, de jeu, tout ça, de ça. Et Ok. on a eu Grégory Plouvier, qui est rédac chef de la partie culture du Parisien. Si je dis pas de conneries, désolé Grégory si je dis de la merde. Qui nous a proposé de faire des chroniques en fait, de nous donner un sujet d'actualité, d'écrire une chronique dessus. Et moi j'étais perdu dans cet exercice où je savais pas du tout quel ton adopter, je savais pas, genre je comprenais pas en fait. On me disait fais un exercice mais on me donnait pas l'explication. Du coup, je commence un peu à le comprendre via toi et tout ça, mais je me dis comment est-ce que les gens qui font des chroniques comme Fanny Ruet, comme Marina Rollman peuvent amener ça dans le stand-up. Genre ce ton-là, ce ton. Ça, je sais pas, parce que la chronique sur scène, est un peu chiant. Enfin, ça n'a pas un intérêt dingue. Parce que c'est justement, la chronique, c'est très verbeux, c'est très... Enfin, ça dépend du style, bien sûr, mais ça dépend. Il y a autant de chroniques que de chroniqueurs, quoi, en fait. Ok. Tu vois, une chronique de Marina Rollman aura rien à voir avec la chronique d'un Aymeric Lomprey, qui aura elle-même non plus rien à voir avec une chronique de VDB, même s'ils sont peut-être un peu plus dans la même veine. Ça dépend. Je pense que tous les stand-uppers sont pas faits pour faire de la chronique, et puis tous les chroniqueurs sont pas faits pour être stand-uppers. Je pense vraiment que tu peux faire des chroniques sublimes et immenses sans faire de stand-up. Enfin, tu vois, Comment tu définis l'exercice de la chronique alors? Oh là là, c'est une bonne question. En fait, moi, je t'assure, c'est tellement dans mon ADN, j'ai jamais tellement réfléchi. Mais parce que, je l'ai pas non plus sucé de mon pouce, justement, comme disent les Belges. Mais je suis vraiment tombée très amoureuse des proches quand j'avais 12 ans. Ouais. Je suis tombée, je crois que c'était sur Vivons heureux en attendant la mort. Et oh là, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais dans ma mezzanine. Et tu vois, un bouquin que j'avais trouvé dans la bibliothèque de mes parents, la photo de couverture m'avait fait rire. Et je comprenais aucune des références politiques, évidemment. Oh, mais putain, devant le verbe, quoi, et l'humour, il y a un truc j'ai vraiment eu un choc. Et comme tout ce que j'ai lu de lui après, à l'époque, il y avait... À l'époque, mon Dieu. Il n'y avait pas autant, tu vois, genre YouTube, tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai juste lu ce qu'il faisait. Et pour moi, ça me paraissait très naturel d'écrire comme ça, du coup. Cette forme de billet d'humeur et de chronique. Donc en fait, j'en sais rien. Moi, je pense que je ne serais pas très bonne sur l'actualité. Déjà parce que je me tiens pas beaucoup au courant de ce qui se passe. Ouais. Mais j'ai plutôt un point de vue toujours un peu à côté de la plaque, ce qui peut être intéressant aussi. Mais la chronique, je pense qu'il faut trouver son angle. Il faut trouver un peu un genre de concept. Mais le concept peut être très simple, peut juste être moi je suis super pointue sur la politique et je suis de gauche, donc je vais dézinguer. Tu vois, ça peut être ça, un concept, c'est... Faut être un peu franc du collier. Je pense que si tu essayes juste d'être ou drôle ou émouvant autour d'un sujet, bon, c'est un truc un peu organique. En fait, c'est comme tout. Faut juste trouver ta voix, ton truc, quoi, comme sur scène, comme si tu étais un chanteur ou un musicien ou un dessinateur. T'apprends en regardant les autres, oui, mais il y a aussi plein de choses que tu vas trouver instinctivement sans trop être au courant des règles, et c'est ça qui fait de la fraîcheur aussi. Sinon, au bout d'un moment, tout finit par se ressembler, quoi. Du coup, Bruxelles. Donc Bruxelles. Ah oui, et donc là, moi, j'avais un peu lâché. Je m'étais juste dit, bon, allez, maintenant, j'écris. Je n'ai plus de velléité ni de jouer, ni de chanter. Sans but précis, juste écrire. Juste écrire. Donc j'écrivais tous les jours, tout le temps. Mais pareil, j'écrivais des nouvelles, des trucs. Et puis un jour, je bossais dans un truc de soupe et de jus sur le parvis de Saint-Gilles. Et j'avais comme client vraiment que des clochards qui venaient, puisque l'endroit marchait pas du tout. Et en fait, vraiment, mes seuls clients, c'était les clochards, et je leur faisais des grands cafés latte avec 5 sucres dedans. Je vendais vraiment pas de soupe et pas de jus, et c'était trop mes potes. Mais un jour, il y a un vrai client qui est venu, et j'étais en train d'écrire justement, puis on a commencé à parler. Et en fait, lui, il bossait pour une radio à Bruxelles qui s'appelle Radio Panique, qui est la plus vieille radio libre de Bruxelles. C'est vraiment un truc de punk hyper marginal. Et qui m'a dit, vas-y, moi je connais des gens qui font un morning le lundi matin, ce serait cool que tu ailles faire des chroniques là-bas. Je pense que c'était écouté par 32 personnes, tu vois. Mais c'était super chouette. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois, et du coup, j'avais vraiment... je faisais mes chroniques toutes les semaines, puis on parlait un peu... Elles sont encore trouvables, ces chroniques-là non, parce que c'était vraiment en mode artisanal, ça passait sur les ondes, et après, c'était fini, quoi. Et à un moment, je m'étais même dit, je vais aller réenregistrer toutes mes chroniques au studio pour avoir une trace. Je ne l'ai jamais fait, je pense que c'est pas plus mal, parce qu'il y a eu des trucs sympas, mais je pense qu'il y a des trucs bien nazes aussi. Et puis...
Attends, juste, est-ce que tu peux mettre le câble de ton casque, genre, parce qu'il... Ah, ça frotte, merde. Ouais. Oh là, Ouais, excusez-moi tout le monde. Et en fait, un jour, j'ai rencontré une meuf dans une soirée, et puis on a parlé de tout, d'amour, de mort, d'alcool, on a beaucoup ri. Et je lui ai jamais parlé à aucun moment de ce que je faisais dans la vie, de l'histoire que j'avais avec la comédie et tout ça. Et 6 mois plus tard, elle m'a envoyé un message sur Facebook en me disant « Ouais, je sais pas si tu te souviens de moi, nanan. Je sais que t'es pas comédienne, mais j'ai écrit un seul en scène et je sais pas pourquoi j'ai envie que ce soit toi qui le joue. » T'imagines le truc? Genre, à ce moment-là, il y a vraiment... Mon destin m'a rattrapé complètement. Et j'ai dit, ouais, vas-y, ok. Et c'était le fameux Love Fiction, mais qui à Bruxelles s'appelait Zinland. Ok. C'était un premier spectacle pour elle, un premier spectacle pour moi. La première version, je crois qu'elle durait genre 1h40. Ni elle ni moi, on avait des refs de rien. On savait pas du tout ce qu'on foutait en matière de seul en scène, c'était vraiment, mais... Mais t'étais partie à Bruxelles pour faire quoi, déjà? Parce que je supportais pas Paris et que je suis tombée amoureuse de Bruxelles. Ah, je voulais juste aller vivre ailleurs pour toujours. Ah non, non, non. Okay. Non, mais moi, on en parlera peut-être après, mais les études, c'était très... J'ai un parcours un peu chaotique. Non, je suis juste partie parce que j'en avais plein le cul de Paris, que j'étais pas heureuse et que pour payer mon loyer, j'étais obligée de bosser 6 jours sur 7 dans un bar et que j'avais pas le temps de faire ce que je voulais faire à côté. Je savais même plus qui j'étais. Donc, et Bruxelles m'a permis beaucoup plus d'espace et de me trouver, parce que là-bas... T'as un peu ce côté tout est possible parce que y a pas de star system, il y a pas de cast comme ça. Si t'as envie de faire un truc et que tu parles un peu à des gens et que tu te fais des connexions, ils te laissent essayer, quoi. Bah, c'est genre beaucoup plus respirable Bruxelles pour. Grave. Les quelques fois où je suis allé, c'est vrai que j'y suis allé du coup une fois en août pour faire la première partie de Fanny-Ray où elle testait des vannes 30 minutes. Puis j'ai été invité par le TTO et c'est vrai que genre 2 semaines plus tard, j'ai fait sur un coup de tête, j'y vais et je gratte un passage sur un plateau, genre peu importe, juste pour me dire ok j'y vais parce que ça m'entête trop, genre. Je sais pas, c'est respirable, c'est un peu plus lent la vie là-bas. C'est une ville très maternelle. Moi, j'ai passé 5 ans là-bas, j'ai dû revenir 2 fois à Paris, je pense, pendant les 5 ans. Franchement, j'avais ma carte d'identité et tout. Je pensais vraiment que j'allais jamais revenir à Paris. Ce serait pas pour le taf, je serais jamais revenue. Et ça m'a complètement changé. Ça m'a vraiment hyper apaisée. Ouais, c'est une ville très douce. C'est vrai. Et pas que, il y a plein de choses dans Bruxelles. Non, parce qu'elle est quand Bruxelles, même extrêmement dynamique, je trouve. Ouais, non, mais il y a 12 villes en une. C'est vraiment... Ouais. Tu peux avoir plusieurs vies. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs vies à Bruxelles en 5 ans. Vraiment. Plusieurs vies? Ouais. Genre, 2 exemples. Quand je vendais justement des soupes et des jus et que j'écrivais mes billets d'humeur que je lisais à des héroïnomanes qui m'aidaient à sortir les poubelles. En vivant dans une maison de maître en boiserie où il n'y avait pas l'électricité dans les chambres, on était en sous-sol et où je sortais avec un Sicilien hyper jaloux. Voilà. Ouais. Et après, bosser chez Sandro, rue Antoine Dansart et justement commencer à jouer Zinland de temps en temps, n'y connaissant rien, ni en stand-up, ni en seul en scène. Avec cette meuf, tu sais là. Mais t'as pu quand même jouer, genre ton spectacle là-bas? Mais oui, mais parce qu'elle, en fait, moi, j'avais pas du tout envie, j'avais très peur. Elle croyait tellement en moi et elle avait tellement envie que son spectacle soit joué. C'est là que le Mans, je le dis, on se parle plus aujourd'hui, mais je suis hyper reconnaissante de ce qu'elle a insufflé en moi, de comment elle m'a poussée. Et en fait, elle s'est tellement sortie les doigts. Mais je me suis retrouvée à jouer au Théâtre des Riches-Clercs, qui est un gros théâtre à Bruxelles, alors que j'avais joué ce spectacle genre 2 fois dans ma vie, c'était n'importe quoi. Il durait beaucoup trop longtemps. Je le reverrai aujourd'hui, je pense que je me vomirais dessus. Mais vous remplissiez? Ouais, on arrivait toujours à avoir du monde. Non, mais je ne sais pas, c'est très miraculeux. J'ai trop envie de savoir pourquoi. Et j'ai joué 10 fois ce spectacle à peu près en 1 an et demi. Ouais. Et c'était sur les angoisses d'une célibataire. En fait, le prénom, tu vois, je disais, je m'appelle Cécile et je faisais genre, je raconte ma vie, mais c'était pas ma vie, c'était la vie de Tsela. Okay. Donc célibataire, érotomane, en galère. Érotomane, c'est, tu sais, quand t'es persuadé que les gens sont amoureux de toi. Okay, et du coup, après, elle se retrouvait à harceler des mecs et tout, parce qu'ils avaient eu le malheur de lui dire salut, ça va, et elle pensait qu'ils étaient fous d'elle et qu'ils avaient peur de leurs sentiments, et elle faisait des dingueries. Donc bon, c'était tragique pour elle, mais c'est vrai que c'était très drôle et que du coup, il y avait des anecdotes assez cocasses. Mais du coup, moi, la première expérience de seul en scène que j'ai eue, je l'ai eue comme interprète. Ouais. Et pas comme auteur, alors que j'écrivais depuis toujours. Mais c'était pas du tout ma forme d'écriture, le fiction. Est-ce qu'une forme de frustration de jouer le spectacle de quelqu'un d'autre, finalement? Genre, pas jouer tes textes? Non, parce que je pense que j'avais besoin de m'éprouver en tant que comédienne. Okay. Avant de faire mes trucs. Moi, non, ça a été une grosse leçon. Pareil, j'ai appris énormément. Et en fait, on a fini par... Non, mais elle était incroyable, cette meuf. Elle a fini par me dire ouais, faut qu'on aille à Paris maintenant. Et je lui dis meuf, par contre, moi je suis parisienne, je sais comment ça se passe là-bas, je te jure que non, quoi. Si, et je te jure, elle a tapé sur Google Comédie Paris et elle est tombée sur la Grande Comédie, qui est un théâtre rue de Clichy. Oui. Tu vois? Et elle m'a dit bah vas-y, il y a Grande et il y a Comédie dedans, moi j'appelle. Elle a appelé la billetterie et en fait, le mec de la billetterie,
c'était le neveu des frères Vardar, que nous on connaissait pas du tout à l'époque, qui sont des mecs qui ont un nombre de théâtres incalculable à Paris, moins maintenant, mais qui justement gèrent un peu tout ce truc de café-théâtre, théâtre de boulevard et tout. Nous on connaissait pas du tout. Et le mec, il a trouvé celle-là tellement dingue et qu'il a fait vas-y, tu sais quoi, mais nous aussi on est belges. Envoie un message à mon merde, je sais pas, je connais pas du tout les trucs de famille. Non. Quand t'es le neveu de quelqu'un... Non, son oncle. Son oncle, ok. Voilà, à mon oncle, Aziz Vardar, on était là. Aziz Var, ok, ouais, bon, d'accord. Et le mec a accepté de nous rencontrer. Et j'ai joué le spectacle devant lui, seul. Entre-temps, on l'a googlé, on a fait « Ah ouais, non, merde, on est dingue !» Et pareil, il nous a trouvé trop folles. Et je me souviens que moi, il m'a dit « Bon, je pense que le spectacle marchera pas, mais toi, sûrement, oui. Vas-y, viens, joue le spectacle. Je te donne 2 soirs par semaine au Théâtre Montorgueil. Les vendredis et les samedis, je crois que je jouais. Bon, j'ai joué vraiment devant 4 personnes pendant 2 mois. En revanche, derrière, j'ai été repérée, j'ai été prise dans Couscous au lardon, puis dans les monologues du Vagin en tournée, puis dans une pièce, puis dans une bam, bam, bam. Et en fait, c'est allé hyper vite. J'ai fait que de jouer dans des pièces. À côté, j'ai commencé à prendre du temps pour moi, commencer à écrire, faire des vidéos, faire des trucs, etc. Et puis, je voulais pas du tout faire de stand-up, à tel point que j'ai écrit une pièce de théâtre sur le stand-up que je montrais un jour. Ça s'appelle comment cette pièce ? Stand Down. Ok. Ouais. Et j'avais fait des lectures et tout, j'étais pas très loin de la monter. Et puis en fait... Non, turlute. Chut. Oh chut. J'ai appelé ce chat rien que pour pouvoir gueuler turlute très fort. En l'engueulant, ça fait beaucoup rire. Je vais laisser ce moment dans le podcast, c'est sûr. T'es vraiment une merde. Hein. Ah, je te jure. Parce qu'il a pas le droit de monter sur le... Elle. Il a pas le droit de montrer sur... Non, c'est le bureau de mon mec et voilà, si jamais il y a un problème, il va crucifier mon chat, je pense. Et là, il était à moitié sur le clavier et tout, puis comme il fait 113 kilos, je préfère qu'il aille pas vers les trucs fragiles. Il est monteur ou ingé son ton... Il est auteur et réal, et il fait un peu de tout. Il monte aussi, il étalonne, il fait plein de trucs. Je l'ai deviné à la carte son. Ouais. Et bref, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, voilà. Et donc, Aziz, machin. Ah oui, et que après... Ah oui, voilà. Et je redoutais, j'avais pas du tout envie de faire du stand-up. Enfin, c'est très bizarre, en fait. Je me débattais. Je te dis, j'ai carrément écrit une pièce de théâtre sur le stand-up. C'était quand Ça, c'était en 2018 ou 19. Okay. Je me souviens parce que je l'ai écrit au retour d'Avignon. J'ai joué Jamais le deuxième soir à Avignon, où j'ai rencontré Alex Vizorek, qui m'a dit... On a parlé 10 minutes et il m'a dit « Toi, il faut que tu fasses du stand-up. » Et je lui ai dit « Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Stand Down. C'est sur le stand-up. Et puis, je te l'enverrai. » Et comme ça, il me dit « Ouais, ok, si tu veux, c'est une très bonne idée, mais tu dois faire du stand-up. » Non, trop pas. Et voilà. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont... Enfin, ça faisait longtemps qu'on me disait « Mais en plus, c'est trop con, meuf, t'écris comme ça depuis toujours et tu joues. » C'est trop marrant la finalité de « Faut que tu fasses du stand-up. » Et toi, t'as pas envie et au final, t'as un spectacle. Genre, ouais. T'es la personne qui réussit le plus en stand-up qui a tellement pas envie. Non, mais moi, c'est toujours comme ça. Plus je dis non, alors ça, jamais de la vie, plus généralement, ça finit par arriver parce qu'on sait bien que quand tu résistes quelque chose, tu mets beaucoup plus d'énergie et d'intention que quand tu veux quelque chose. Quand tu le veux pas. Du coup, l'univers n'entendant pas la négation, ça a fini par arriver. Et puis, c'était aussi des questions de peur. C'est parce que je considérais pas... Je suis une folle de stand-up, mais tu sais, je me disais, mais c'est comme les foodies, comme on dit, les gens qui adorent la bouffe, qui sont passionnés par la bouffe, qui vont dans des restos. Ça veut pas dire que c'est des bons cuisiniers. Et je me disais vraiment, moi, j'adore aller... Waouh, j'adore voir, j'adore disséquer des sketchs, j'adore... Je suis vraiment une geek, mais je pense que je suis pas faite pour ça. Parce que l'expression pure, t'as vu mon spectacle, c'est pas genre... Il y a des côtés, il y a des passages très stand-up, mais il y a aussi plein de trucs. C'est moi, quoi. Donc, il y a plein de choses, justement, un peu sans les règles de ce truc-là. Il y a un peu... Bon, c'est un mélange de... Et moi, j'ai l'impression que le stand-up, ça peut être, genre, tellement ce que t'as envie. Genre, enfin, c'est à la fois très codifié et en même temps, genre... Alors ça, c'est ce que tu crois tant que t'as pas fait toi-même un truc pas codifié, où là on dit c'est pas assez stand-up, tu vois. Et moi j'ai l'impression que les gens qui disent c'est pas assez stand-up, ils ont zéro légitimité pour dire ça. Je suis d'accord. Parce que genre pareil au campus, genre j'ai mon ami Hugo Pêcheur, je sais pas si tu le connais. Ouais, très bien. Il adore, c'est mon pote de ouf. Il est super gentil. Et genre lui il avait tendance à dans ses passages stand-up à faire des personnages et on lui a dit c'est pas assez stand-up, mais à côté de ça je vois d'autres stand-uppers, genre des stand-uppers qui sont forts, des stand-uppers qui sont à la fois français mais à la fois des américains, des américaines qui arrivent à des moments et qui font 5 minutes de personnages sur quelque chose et jamais on leur dit c'est pas assez stand-up pour le coup.
C'est vrai. Genre, C'est une manière de le faire parce que tu peux très bien intégrer des persos, ce qui s'appelle dans le jargon apparemment les act-out. Pourquoi cette voix pour parler Je d'acteur? sais pas, ça m'énerve, je trouve ça ridicule. Ah, parce que quand tu analyses les sketchs que tu vois, tu mets pas de jargon sur ce que c'est. Genre, t'analyses pas en mettant, ok, ça c'est la partie où il fait ça, ça c'est la partie où il fait ça. Genre, comment est-ce que tu fais pour analyser Pas du coup? forcément. Et puis quand je dis que j'analyse, c'est pas vrai. C'est pas que j'analyse vraiment, c'est que j'admire, je constate, je crois comprendre, mais après, je vais te dire, c'est comme. Tu vois, quand on te demandait de faire des commentaires de texte, quand tu lisais des bouquins au collège ou au lycée, et qu'on te disait, à votre avis, l'auteur, qu'est-ce qu'il veut dire par cette hyperbole? J'ai pas la ref de ça, mais je crois savoir. Bah, en gros, quand l'auteur dit telle phrase, qu'est-ce Ouais. qu'il a voulu dire? Ouais, c'est Bah, mon pote, bidon comme- tu peux essayer tout ce que tu veux, mais en fait, tu ne sauras jamais. Donc, ce serait très présomptueux de ma part de me dire ah, là, ça me fait rire parce que c'est ça la règle établie qui se passe. Bien sûr qu'il y a des règles, il y a énormément de règles dans le stand-up, dans l'impro, dans le jeu. La technique, il y en a partout, elle est super importante, la technique, mais après, il y a aussi une part de magie. Enfin, je sais pas, en tout cas, quand je regarde des humoristes, j'analyse pas en me disant ah putain, ça c'est vachement bien, faudrait que je m'inspire. Enfin, tu vois, ou en tout cas, pas consciemment, quoi. Ok. C'est pas... Qu'est-ce que tu dis quand t'analyses du coup? Je sais pas. En fait, les moments, j'adore me rendre compte que je suis pas en train d'analyser tellement ce que je regarde est bon que je me suis mise en spectatrice. Alors ça, c'est un vrai kiff. Quand tu sors complètement du truc en disant oh, j'ai oublié que je faisais le même métier, tellement je me suis sentie spectatrice. Alors ça, pour moi... Ça t'arrive... Moi, j'ai vu le spectacle de Yacine Bellous hier. Ouais. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'étais en train d'analyser parce que Yacine, c'est une grande inspiration pour moi. Il y a beaucoup de gens qui me comparent à lui et tout ça. Mais c'est vrai que genre, j'ai passé la plupart du temps à regarder son spectacle et pas forcément à rigoler, à dire ok, c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il se fait. Mais genre, les moments où j'ai plus kiffé, c'est les moments où j'ai lâché un gros rire en mode oh! Et après, je fais merde, il m'a eu. Tu vois ouais. Et c'est ça. Mais ouais, mais moi, je trouve ça génial. Ouais, complètement. Ouais. Là où tu dis oh putain, t'es juste, tu fais partie du public, quoi. Ouais. Ça, pour moi, c'est le plus fort. Bah, je trouve ça cool parce que j'avais un peu tendance à, tu sais, quand je regardais des... parce que du coup, nous, en tant que stand-upper, stand-upeuse, on va avoir énormément de plateaux, mais pas parce qu'on est obligé, mais c'est genre on joue, du coup, on voit les copains, les copines qui passent, c'est normal. Du coup, j'ai un peu ce truc-là de ah mince, je suis un peu maudit parce que du coup, comme j'en ai beaucoup vu, que je suis en train d'analyser et que j'écris, bah, je vais moins kiffer qu'une personne du public qui ferait pas ça de sa vie, quoi. Ah ouais, enfin, moi, ça me fait pas... Après... Je t'avoue que j'essaye la plupart du temps de pas trop regarder les passages. En fait, j'aime pas avant de passer moi parce que je suis pas concentrée. Ok. Et après, soit je suis trop sur ce que je viens de faire, soit ça va, c'est bon et je peux. Et puis justement, pour pas me mettre trop la musique des autres dans la tête et tout, je suis pas très. Mais moi, j'ai horreur du plateau déjà de manière générale. Ça commence à aller mieux, mais c'est pas du tout un exercice que j'aime. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire dans le métier. Et puis c'est pas comme ça que j'écris. J'ai pas une écriture de plateau, je viens pas tester des trucs. Ce qui m'a permis de tester le plus en plateau, c'est mon personnage sur scène, c'est ma manière de... Et qui encore n'est pas le même en plateau que dans mon spectacle. À peu de choses près, c'est pas hyper... y a pas un écart de dingue. Mais maintenant, ce que je fais en plateau, j'ai un personnage vraiment... un peu gênant, pas hyper sûr de lui, un peu absurde, parce que ça casse avec l'énergie des autres. Ouais, du coup, je bénéficie, tu vois, d'un truc un peu de surprise, mais dans mon spectacle, j'ai vite compris que je pouvais pas faire ça, parce que comme les gens ne me connaissent pas quand ils viennent voir mon spectacle, si j'ai pas l'air sûr de moi, eux, ils ont pas l'impression que je suis en train de jouer, quoi. Faut vraiment que j'ai l'air sûr de piloter, parce qu'ils vont passer 1 heure avec moi, ils ont envie de me sentir confiante, quoi. Ouais. C'est vrai que genre, de ce que j'avais vu, genre, justement, quand c'était croisé, genre, c'était pas du tout ce que j'ai retrouvé dans le spectacle. Non. Et pourtant, genre, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de différent pour autant. Exact, bah, tu vois, c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est pas super différent parce que le corps de ça, il est en moi, les deux, je force pas des choses. Mais je monte un peu plus les potards de certains trucs en plateau et d'autres dans mon spectacle. Mais je trouve ça très cool parce que moi, de ce que j'ai beaucoup tendance à avoir de ma génération de stand-uppers et des gars que je côtoie, que je vois grandir petit à petit, même qui avancent un peu, pas plus vite que moi, mais qui ont l'impression de se trouver un peu plus, c'est que ok, genre j'ai 7 minutes là sur un plateau, je vais tester les blagues, ok, j'ai 7 minutes qui fonctionnent, après je vais retester un autre sujet, et au final, genre leur 1 heure, c'est juste plein de petits bouts de 7 minutes qui fonctionnent, qui sont assemblés.
Mais c'est des choses qu'on a déjà vues en plateau et il n'y a pas de différence entre ce qu'ils sont sur le plateau et ce qu'ils sont dans leur spectacle. Puis même, je trouve en termes de point d'orgue et d'unicité, si tu as une succession de choses qui marchent, moi, j'ai pas le sentiment d'une œuvre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà vu des spectacles comme ça, un peu de succession hyper efficace, tu sens 5-7 minutes, ta. Ouais, c'est cool, mais je ressors, je suis pas, tu vois. Mais je trouve ça très cool parce que tu nous montres qu'on peut faire différemment et on peut réussir en faisant différemment. Genre on peut avoir ce... C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup l'impression que parce qu'il y a pas mal de personnages dans ton spectacle, et encore pas tant que ça. Hein. Je pourrais en faire bien plus. Ouais, que justement on peut prendre ce côté de vas-y on fait des personnages de temps en temps et on fait genre du pur stand-up, et ce qu'on fait sur des plateaux c'est complètement autre chose, et qu'on n'est pas obligé de rester dans ce code-là de ok bah tu fais ton 10 minutes qui marche et après tu le mets dans ton spectacle et ce sera le même 10 minutes qu'on a vu sur le plateau ou dans le spectacle. Ah bah ouais, parce qu'en plus je trouve qu'il faut des cassures de rythme dans un spectacle, sinon même si tout est très drôle, blague, franchement au bout d'un moment tu décroches, même pas longtemps, mais je pense, hein. Ouais. Puis attends, je te dis ça, je parle pas de moi, genre il faut faire ce que je fais, c'est très bien. Moi je fais ce qui me rend à l'aise. Je me sentirais pas sécurisée et je serais pas bonne, je pense, même juste dans cet exercice-là. Faut trouver. En fait, il y a autant de règles qu'il y en a pas, c'est ça qui est compliqué. Moi, je pense juste, genre le fait que toi tu réussis, ça montre juste que ok c'est possible de faire comme ça si vous voulez faire comme ça. Et moi, genre, c'est un discours que j'ai pas forcément entendu et que j'ai même pas forcément vu parce que, genre, du coup, comme je reste beaucoup dans le même milieu que. J'allais te dire, ça dépend de qui tu t'entoures. Moi, je gravite avec peu de personnes, en fait, finalement, du stand-up. Et une des personnes que je vois le plus souvent, qui est devenue un très bon ami, j'ai cette chance, c'est Bunaimin. Et lui, il m'a toujours vachement. Il s'est jamais emmêlé de ce qu'il voyait, de ce que je faisais artistiquement. Vraiment juste. Et tu vois, on a des univers extrêmement différent. Je fais plein de ses premières parties, tu vois. Ouais. Mais parce que lui, il est... Ouais, à fond. Et ça... Ok, attends, on garde ça pour le côté. Okay. Vas-y, finis ta phrase. Mais bref, en tout cas, voilà, quoi, il m'a vachement aidé à justement prendre confiance et à me dire que ce que je veux faire, j'ai raison de vouloir le faire et qu'il n'y a pas... On s'en fout, en fait, il n'y a pas de règles. Si tu dois te conformer... Enfin, je veux dire, en théorie quand même, si on fait du stand-up, c'est parce qu'on n'a pas réussi à se conformer à certaines choses de la société. C'est pas pour aller se conformer dans du stand-up. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas, moi, cette forme de... Mais c'est normal, parce que comme on est de plus en plus nombreux, il y a un truc de... Ah, il faut s'uniformiser un maximum. Et puis, dans cette uniformisation, eh ben, les vraiment super, super bons dans cette, tu vois, même palette de couleurs, et ben c'est ceux qui vont ressortir. Bah franchement, on se fait chier. Non, enfin moi je sais pas, je vais voir un plateau de ça. Oui, je suis capable de noter qu'il y a des trucs très bien, très drôles, mais je me fais un peu chier. J'aime bien voir des univers vraiment différents, des trucs au même titre que je suis capable d'apprécier un stand-up entre guillemets très classique. Ouais. En me disant ah ouais c'est bien fait. Ça me, tu vois, c'est comme je mange pas de viande, mais comme un jambon beurre. Je mange pas de viande non plus, mais j'ai la ref quand même. Tu vois, t'as la ref quoi, tu vois. Un classique ou un croissant, j'en sais rien. Ouais. Un truc, Mais ça fait énormément écho et je suis content d'entendre ça de quelqu'un qui justement commence à fonctionner et commence à prendre du poids. Genre en vrai ça fait du bien de ouf. Hein. Bah écoute, tant mieux, putain, je suis contente. Mais tu sais, moi je me suis sentie vachement toute seule et pendant longtemps aussi, et vraiment en outsider, mais total, je fitais pas du tout. C'est aussi pour ça, tu vois, quand je te dis que je déteste les plateaux, je commence, mais c'est très récent, hein. Ouais. Je commence à avoir moins de mal maintenant, mais avant c'était vraiment, et quand je te dis avant, c'était genre il y a 2 mois, hein, ça restait une torture pour moi d'y aller. Déjà parce que je te dis, j'avais pas l'impression que je fitais... avec les autres, et pourtant je me conformais beaucoup hein. En plateau, je faisais les trucs les plus standards que j'avais. Putain, on peut pas dire que je prenais des risques hein. J'avais tellement peur de me faire rejeter que je faisais des trucs hyper scolaires. C'était pas du tout moi. Seulement maintenant, je commence à faire des trucs un peu différents. Mais avant, putain, les gens qui m'ont vu en plateau, avant, il y a 2 mois, en gros, oui, c'était pas mauvais, mais enfin... C'était pas toi. Non. Ok. C'était un peu moi, mais une version hyper lissée, en pensant que c'était comme ça. Tu sais, comme quand t'es au collège et que tu te dis... pour qu'on me parle, faut que j'ai ces baskets là. Enfin, tu vois, je sais pas, à limite, si, quoi. Si, je vois. Trop bizarre, alors que je suis si pas du tout comme ça. J'ai pas cette veste Adidas, je suis pas à la mode et du coup... Ouais, c'est ça. de respect. Ouais, oui, si. Tu vois, alors que je suis pas comme ça. Et du coup, comme j'étais pas à l'aise avec ça, je faisais et des trucs bizarres et en même temps un peu moins... Enfin, ça se voyait qu'il y avait un truc. C'est bizarre parce que du coup, le monde de stand-up est rempli de personnes qui arrivent pas à correspondre à des moules. Mais justement, ils se sont recréés un autre de moule à côté. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Oui, mais alors, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont pas réussi à rentrer dans un moule qui sont là? Enfin, j'ai l'impression qu'on est quelques-unes
à pas réussir à rentrer dans le moule, mais que la plupart des gens que je croise, c'est quand même des gens qui viennent du moule et qui ont juste envie de faire des blagues parce qu'ils aiment bien ça, tu vois. Je sais pas. Oui, c'est vrai aussi. C'est peut-être un peu Je- pareil. C'est peut-être un peu se la pète de dire oui, nous, les humoristes, on est Non, tellement différents. pas forcément C'est parce pas, que... c'est pas ça que je voulais dire, mais. Non, en fait, c'est... Moi, j'ai l'impression que des fois, genre, je ressens un truc et du coup, je le projette sur toutes les personnes qui me ressemblent ou qui font à peu près la même chose que moi. Ouais. Genre, ça m'a fait ça, par exemple, tu sais, je fais du roller derby. Mhm. Et je me suis dit, ah ouais, donc on est entre gens chelous qui se sont fait rejeter quand on était au collège et lycée. Et les gens me disent, bah non, pas forcément. Genre moi, ça allait très bien. Je fais du roller parce que C'est pas j'aime parce bien que ça, tu vois. c'était comme ça pour toi. Ouais, c'est ça. Et j'ai un peu l'impression que des fois, on tombe un peu dans ce piège. Enfin, moi, je tombe pas mal dans ce piège-là de je suis comme ça, je vois des gens qui sont comme moi, qui font des choses comme moi, du coup, forcément, ils sont comme moi. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que ça me biaise un peu des fois dans mes analyses de qu'est-ce qui m'entoure. Bah, pas tant que ça. Si t'es déjà capable de t'en rendre compte, d'avoir ce recul et cette lucidité, c'est que ça fait juste partie d'un process. C'est comme l'adolescence, quand on a besoin de rejeter nos parents. Enfin, c'est des process. Celui où on a besoin de ressembler à tous nos copains, celui où on a besoin de, en fait, au contraire. Ça fait partie d'un process. Et là, tu as eu cette phase-là. Je veux dire, on est fait de phases, de périodes, de modes auprès de nous-mêmes. Mhm. Tu vois, on se sent, ouais, ça, je vais être comme ça toute ma vie. Ouais, ça. Tiens, Du coup, pour revenir sur Bunaimin et les premières parties, ouais. parce que je sais quand on s'est croisés, on parlait du fait que moi, mon passage en Belgique, il avait pas très très bien marché, je trouve. Ouais. Même si les gens me disent c'est pas un bide, moi j'ai l'impression d'avoir bidé quand même. Parce qu'on me disait, ouais, le public était plus un public qui était pas habitué de voir du stand-up, plus un public de théâtre. Ben, ils s'attendaient, je crois. En fait, tu avais misé pas mal sur de l'interaction. Et je Ouais. crois surtout que. Mais c'est circonstanciel, ce qui a foutu un froid, mais ils étaient pas vexés. Mais c'est que le truc de la politique. Ouais. En Belgique, où tu leur dis, bah, je sais pas, c'est comment chez vous? C'est hyper compliqué la politique en Ouais, Belgique. je Et puis, savais vu pas. qu'il y a un roi, une reine. Enfin. Et en fait, ils te répondaient pas parce qu'ils t'aimaient pas et qu'ils te trouvaient pas drôle. Ils peuvent pas te répondre, Ouais, en non, fait, mais parce c'est- qu'il faut 1 heure pour t'expliquer. Ça, j'avais compris. Tu vois c'était- Et en fait, c'est juste ça. Du coup, ça a fait un passage un peu arythmique, parce que voilà, je pense qu'ils s'attendaient pas autant à ce que le quatrième mur soit pété. Ouais. Parce qu'effectivement, on est dans un théâtre qui s'attendent à, tu vois, écouter des sketchs et pas forcément participer. Genre, ouais, les gars, ça va. Ça, c'est un truc très plateau, pour le coup. Mais dès que tu vas étendre un peu, même, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai eu la discussion avec un mec qui a un festival d'humour et qui me disait, moi, ce qui me fait chier souvent quand je vois des stand-uppers, ta gueule, tu vois le temps. La ferme. Sinon, j'ai pas un troisième micro pour chat. Attends, mais je suis sûre. Oui. Et voilà, dis plus rien. Parce qu'il faut que je lui parle de là. Tu luttes. Oui. Ah non, là, il a fait sans son, il a fait. Bon. En plus, après, je l'encourage. Allez, vas-y, la ferme. Dans le titre du podcast, il y aura marqué featuring Turlut. Ouais, j'espère bien. Il essaie d'avoir son quart d'heure de gloire, comme tout le monde. Qu'est-ce que je disais? Oui. Qui dit que ce mec qui a un festival d'humour disait, ouais, souvent quand les stand-uppers qui arrivent et qui font beaucoup de comédie club, ils arrivent dans les festivals et ben ils parlent aux 2 premiers rangs et voilà, c'est tout. Et en fait, ça marche pas. Il y a en festival, tu vois, dès que tu as un peu des jauges plus grandes, que c'est en mode spectacle, faut te mettre toi-même en mode spectacle. C'est cool de faire un peu 2-3 trucs, mais je pense que les gens, ils ont envie justement de se reposer, Ouais, ok. Je vois. de pas être actif. Tu vois ce que je veux dire Mais du coup, quand toi, tu te retrouvais à faire les premières parties de Boone, Ouais. est-ce que tu sentais que le public était pas la même et pas le même? Ah bah grave. Ok, comment est-ce Mais que- maintenant, ça se passe super bien parce que je m'en fous. Ok. Au début, je me disais, oh là là, il faut absolument que j'arrive à faire un truc qui correspond au public de Boone et que C'est ça. Alors que lui, il me disait tout le temps, mais on s'en branle. Et je lui disais, ouais, je sais, mais je faisais pas du tout. Et puis, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, il m'a dit, bon, tu sais quoi, là, on était en tournée, je sais plus où, il me dit, prends 15-20 minutes. Vraiment, prends ton temps, je m'en fous. Fais ce que tu dois faire, prends le temps de les amener à toi. Et du coup, j'ai fait vraiment moi, Ouais. vraiment. C'était quoi la différence entre toi et pas toi, du coup? Bah non, mais tu sais, c'est juste, j'essayais un peu d'être... bonne ambiance, enfin... Genre tchatcheuse un peu. Genre un le truc. peu. C'est vrai que les stand-uppers, beaucoup la tchatch. J'ai l'impression que ce qui définit Enfin, pas la mal le tchatch, stand. moi après, j'ai un peu peur de... Ça va mieux maintenant, mais tu vois, au début de mon spectacle, je fais de la fausse interaction. Le seul moment où je fais vraiment de l'interaction impro, c'est quand j'ai mon dictionnaire pour lire l'avenir. Ouais, Donc c'est très marrant. ça, c'est vraiment, je suis en mode roue libre. Et en même temps, il y a quand même un peu ce cadre. Je saurais pas du tout, moi. Vous êtes en couple? Ben alors, vraiment non. Et vous venez d'où? Parce que je m'en fous, en fait. J'ai pas envie... Tu vois, j'arrive pas. Et
Et du coup, c'est pas là-dessus du coup que ça se jouait, mais je me forçais quand même un peu à être, je sais pas. Oh merde! C'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, il y aura des. Il y aura toujours ton bruit de fond. Un truc un peu d'animatrice de tu vois de géo du Club Med, enfin pas à ce point-là, faut pas exagérer, j'ai jamais pu faire ça. Non, mais je sais pas, j'avais une manière de délivrer les trucs un peu que je croyais formater et correspondre à un truc, et puis il y a des choses où je me disais oh là là, mais si je fais tu vois, j'ai des très longues phrases un peu intello, hyper verbeuses et tout. Mais en fait, même si tu comprends pas tout ce que je dis, bah, c'est de l'absurde et du coup, ça marche quand même. Et en fait, depuis que je suis au plus proche de moi, pas trop non plus. C'est-à-dire que tu es quand même là pour faire une première partie, il faut montrer qui tu es, mais tu viens quand même pour chauffer, lubrifier. Je ne veux pas faire n'importe quoi non plus. Il faut quand même que je fasse un truc. Et en fait, il faut être toi et pas complètement non plus, dans le sens où la première partie, c'est un emploi particulier. Ouais. Au même titre que le plateau, c'est un exercice particulier, au même titre que le festival, c'est un exercice particulier, que le spectacle, c'est un exercice. Tu peux pas faire tout pareil tout le temps. C'est impossible. Il faut s'adapter vraiment. Et voilà quoi, Boone, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. J'avais une question en tête, je viens de l'oublier. Oh, pardon. Non, mais non, c'est très cool. On va revenir. Attends. Fuck. Ça m'arrive tout le temps. Les premières parties. Si, ouais. Mais du coup, est-ce que t'as peut-être une idée de comment est-ce que les gens ils te voient quand. C'est quoi, en fait, genre, imagine t'es dans le public et je vois une Cécile qui est pas toi et une Cécile qui est toi. Genre, comment est-ce que le public le reçoit, ce truc-là ? C'est hyper intéressant, mais j'ai tellement pas envie de penser à ça. Ça me fait tellement peur. J'ai très peur de ce que les gens pensent de moi. Donc tu voudrais que les gens te voient comment alors ? Oh putain, mais en fait, tu mets le doigt sur toutes mes problématiques auxquelles je m'efforce de ne pas répondre, pour ne pas dire que je m'échine carrément à être dans le déni. Non, mais c'est hyper intéressant. Si tu veux pas répondre, tu n'es pas obligé. Non, mais j'aimerais qu'on me voie. J'aimerais qu'on ne. Comment dire ? Vraiment, je vais lui jeter un coussin dessus. J'ai même pas besoin, juste je le prends. Et ce qui marche très bien aussi, j'ai un mètre, tu sais, les mètres pour mesurer les trucs, juste de dérouler. Je ne sais pas pourquoi le bruit du mètre lui fait très peur. Mais je pense que même moi, ça me fait un peu peur, ce bruit de... Ouais, il y a un truc flippant. Ouais, j'aimerais qu'on ne laisse pas de place au doute quand on me voit. Qu'on ne se demande pas si on aime ou pas, si c'est notre style ou pas. Que, tu vois, que ce soit... Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'évidence. J'ai envie d'être évidente pour les gens. En fait, voilà, c'est ça. J'ai envie d'être évidente. Très belle réponse. Voilà. Ouais. Bien, ouais. C'est une des questions que je prépare, ça, d'habitude. Que je pose à peu près à tout le monde parce que je la trouve très, très forte, cette question. C'est la preuve. T'as vu, ça m'a... Ouais, elle est pas de moi, je suis désolé. Je sais qu'elle est un peu stylée, mais attends. Mais je l'aime beaucoup, cette question, parce qu'en vrai, j'ai un peu du mal à y répondre. C'est vrai que le côté... j'ai envie que les joies de manière évidente. Ouais, j'ai envie d'être évidente pour les gens. Effectivement. Meilleure réponse pour l'instant. Tant mieux, putain, je suis contente. Et qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens, ça ? Genre, pourquoi est-ce que... Parce que tu vois, je me dis que t'aurais pu écrire et garder ça pour toi au final. Genre, pourquoi t'as eu envie de partager tout ce que t'as écrit ? Qu'est-ce que t'as envie de dire globalement ? En fait, très honnêtement, j'ai beaucoup plus de choses à dire que ce que je dis en stand-up. Pour moi, il y a vraiment plusieurs formes d'écriture, plusieurs formes d'interprétation. Et comme je suis vraiment auteure et comédienne, dans le fond, il y a des choses que j'ai envie de jouer. Il y a des histoires que j'ai envie d'écrire, que j'ai envie de jouer avec des gens, que j'ai envie de voir des gens les jouer. Tu vois, là, je te parle de films, de pièces. Le stand-up, c'est une liberté masochiste. C'est une liberté séquestrante. Je sais pas, il y a un truc, c'est un exercice super étrange. Mais je suis pas très d'accord avec ce que je fais, en fait. Enfin, je suis pas très d'accord avec le stand-up. Pour moi, j'adore ça chez les autres, mais moi, je suis toujours pas trop sûre. Au pire, on peut dire que c'est pas du stand-up ce que tu fais, c'est pas grave. Hein. Mais si, parce que là, encore peut-être il y a quelques mois dans mon spectacle, c'était à part de brefs moments, c'était peut-être moins stand-up, mais d'une certaine manière, quand même, ça y ressemble de plus en plus. Et puis, il y a plein de choses là que j'ai gardées. Mais le problème, c'est ça aussi, ça évolue très vite. Et là, je sais qu'il y a d'autres choses desquelles j'ai envie de parler. Mais, comment dire ? J'ai l'impression de ne pas choisir ce que je veux partager avec les gens. Ok.
Et c'est pas forcément ni les trucs qui me font le plus rire, ni les trucs qui me touchent le plus. Je sais pas pourquoi. D'un coup, ça doit être ça. Ok. Et étrangement, c'est effectivement ce qui constitue un peu mon essence. Mais alors que c'est... Pour moi, quand je regarde le spectacle à plat, je me dis... Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est si intime que ça ou pas. Mais pareil, ce que je te disais au début du podcast, moi, l'intimité, à ce niveau-là, pour moi, c'est... J'ai vraiment ma pudeur se place vraiment pas du tout à des endroits je sais pas, pardon. En fait, je crois que j'avais pas très bien compris la question, du coup j'ai brodé. Non, c'est pas... je peux la reposer si tu veux. Genre pour moi c'est genre est-ce que t'as un message à faire passer aux gens qui tu croises? Oh non, qui je suis pour faire passer des messages? Je sais pas, hein, genre pour moi genre tous les êtres humains ils sont légitimes pour faire passer des messages, genre. Oui. Parce que t'as une réflexion qui est la tienne, avec une vie qui est la tienne, une vision qui est la tienne. Eh ben mon message ce serait de trouver le sien à travers ce que je dis. J'ai pas de message à donner moi, mais si ça peut éveiller une forme de réflexion sur certaines choses, de changer d'angle, de positionnement, pas d'avis, hein, parce que pas d'avis à avoir tellement sur ce que je dis, mais non, de faire naître des chemins de réflexion. Moi, je sais que c'est ce que j'aime, en tout cas, quand je regarde un film, quand je regarde un spectacle, un humoriste, c'est cette sensation de perspective. Oui, voilà. J'ai pas de message à donner, j'ai envie de donner des perspectives. Ok. Et les prochains projets, du coup, j'ai envie qu'on revienne un peu là-dessus. Ouais. Genre, t'as film? Ouais. Livre? Ouais. Pièce de théâtre? Ouais, et série. Mais bon, ça va pas du tout être tout en même temps et pas... La pièce de théâtre, ça se fera... Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai écrit avant de commencer le stand-up. Ouais. Tu pourrais te dire, mais je connaissais pas du tout l'univers. Je te jure, il y a vraiment pas grand-chose à retoucher. C'est incroyable. Parce que tu consommais beaucoup de stand-up. Ouais, mais bon, non, mais c'est une pièce très intime pour le coup. Okay. Vraiment, sur les tourmentes, sur... ça parle de l'humour, mais c'est pas franchement une comédie. Non, mais sur certains profils d'humoristes, c'est trop bizarre. Genre, je lis ça maintenant, je me dis, c'est dingue. Et c'était avant d'avoir... Du coup, je pense que c'est cool parce que c'est pas une pièce de gens de la boutique, quoi. Ça parlera à un public. Oui, en fait, il y a un message un peu universel derrière ça. Mais bon, ça, j'ai le temps de le faire. Et puis là, faire des créas théâtre en ce moment, c'est pas trop... Ouais. C'est pas la bonne idée. Mais stand-down, je pourrais la faire dans 10 ans. Hein, on s'en fout, c'est pas... Je pense que le monde du stand-up va pas évoluer tant que ça en 10 ans. Oh non, mais si, certainement. Mais je te dis, après, c'est assez universel. Et puis, il y a plein de choses que j'aborde pas dans la pièce et puis que j'aborderai peut-être. De toute façon, il y aura beaucoup de réécriture à faire quand même. Il y en a toujours. Mais là, en fait, j'ai écrit un film avec mon mari de travail, Antoine Escuras, qui a réalisé les vidéos Romy Sheper, avec qui on a plusieurs projets. Bon, Romy Sheper, déjà, on a eu envie après de faire un autre personnage. J'ai eu envie de faire un autre personnage et Antoine a hyper envie de réaliser les vidéos qui vont avec. C'est Béatrice Darc. Ok, ça, j'ai pas vu. Donc, en fait, encore. Béatrice Dalle, c'est une actrice. Et en fait, je voudrais que le perso, ce soit Béatrice Darc. Et ça va être sur la télé, début des années 90, Paris dernière, truc un peu trash et tout. On voudrait faire 4 épisodes comme ça. Et surtout, on a écrit... En fait, et je vais la poster demain d'ailleurs, on a écrit et réalisé une bande-annonce d'une parodie de comédie française, il y a 1 an et demi, qui s'appelle Au fond à droite. Et à la base, c'était juste censé être une parodie. Et en fait, les gens nous ont tellement dit que le pitch était ouf qu'on s'est dit, mais c'est vrai qu'il faut qu'on le développe en long métrage. Donc, je vais quand même sortir la bande-annonce demain. Mais on a écrit le long métrage. Et puis, bon, maintenant, il faut qu'on se mette en démarche de prod, etc. Mais en gros, vite fait, pour le pitch, c'est une meuf qui se réveille un jour et tout Paris, tout son entourage et toute la France est de droite. Sauf elle. Et elle comprend pas pourquoi. Et puis elle finit par rencontrer un mec, et putain, incroyable, lui aussi est de gauche, et ils comprennent pas pourquoi ils sont les 2 derniers de France à être de gauche, et ils rentrent dans une espèce de road trip où ils essaient de retrouver la raison, c'est complètement barré. J'ai un peu l'impression que c'est genre ce qu'on vit actuellement un peu. Et c'est un peu le problème, je t'assure que quand on l'a écrit, c'était... Bon, ça fait 10 ans que ça commence à être comme ça en France, mais pas à ce point, et je te jure, il y a même une vanne sur le truc des prénoms, et la polémique de Zemmour était pas encore arrivée, donc en fait je me dis... Il faut vraiment qu'on arrive à le tourner et à le sortir très très vite parce que dans 10 ans, ce sera juste la vie en fait. Il faut le tourner le temps que c'est visionnaire, sinon c'est juste vous parle de la réalité. Exactement. Et je pense que c'est inutile d'espérer éventuellement un jour le sortir au cinéma parce qu'il y a un
tel embouteillage de films à cause du confinement. Enfin, tu vois, si jamais on arrive à produire et tourner ce film, il sortira au cinéma en 2034. Ce que je peux espérer pour lui, ce serait qu'il soit acheté par une plateforme qui existe, quoi. J'ai l'impression que le cinéma est un peu... Genre, la plateforme cinéma est un peu en train de... Pas de mourir, mais ça a besoin de se renouveler parce qu'effectivement, genre... C'est trop bouché et trop peu intéressant. Genre, j'ai l'impression d'aller voir un film au cinéma. Enfin, moi, je trouve ça pas intéressant d'aller voir un film au cinéma maintenant. Enfin, le cinéma, tu vas au cinéma pour l'expérience. D'aller, de te rendre dans un endroit, de voir... Moi, j'adore aller au cinéma. La plateforme remplacera jamais ça, pour moi. Ouais. Mais non, là, je parlais plus vraiment basiquement de la conjoncture, quoi. Ok, ouais. De tous les films qui n'ont pas pu sortir pendant les confinements, qui fait que toutes les programmations des prochains films ont pris du retard. Mais donc voilà, il y a ça, il y a le bouquin avec Audrey. Putain, et d'ailleurs, j'espère qu'elles m'entendront jamais, les éditrices, mais on n'a pas vraiment... Enfin, franchement, on a juste développé un peu... Enfin, on n'a pas développé, on a tout un peu nos rubriques, mais on doit rendre le manuscrit le 7 mars. C'est 160 pages et on est toutes les deux débordées de taf. Et genre, clairement, c'est sûr, on va l'écrire en un mois, on va l'écrire en février. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps d'écrire un truc bien et pas dans le rush ? Est-ce que ça existe vraiment, ces gens-là ? Genre... Alors moi, j'ai horreur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, particulièrement dans ce métier, qui fonctionnent comme ça, avec la pression, le couteau sous les reins et tout. Moi, j'ai horreur de ça. Parfois, ça a pu m'être très utile. Le spectacle, d'ailleurs... ce que tu me disais, c'est qu'il a été écrit en 10 jours. La version Fridge. Ouais. Parce que j'ai dit, oui, j'ai un spectacle. C'était pas très vrai. J'avais fait genre 10 plateaux de toute ma vie. C'est le Fridge est venu te chercher ? Ouais, c'est un peu compliqué comme histoire. Putain, je peux pas rentrer dans ces détails-là, mais en gros, une fille qui bossait à la billetterie d'un théâtre dans lequel j'avais joué une pièce de café-théâtre à Gare du Nord. Je l'avais vue 2 fois dans ma vie, mais je sais pas, elle m'a vachement suivie sur Insta, elle aimait bien ce que je faisais. Et un jour, elle m'a appelée en me disant « Ouais, je vais faire la billetterie dans un nouveau comédie club qui va s'ouvrir au Fridge et tout, et j'ai envie de te proposer trop machin. bien. » Et en fait, elle a parlé de moi et Colline, ouais. Ouais, je sais pas trop pourquoi, m'a appelée et m'a dit « Ouais, bah écoute, on aimerait bien t'avoir dans l'équipe. Est-ce que tu veux bien jouer ton spectacle à partir du 1er septembre et tout ?» Et j'ai dit « Ouais, grave. » Alors que t'avais pas fait énormément de plateaux et tout avant, quoi. Non. Franchement, un nombre ridicule de plateaux. Et je faisais déjà quand même quelques premières parties de Boone. Et voilà, et en fait, j'ai dû me sortir les doigts très vite. Après, j'ai tellement de matériel depuis longtemps, parce que j'ai tellement écrit que... C'est pas tellement que je l'ai écrit en 10 jours, c'est que rien, à part 5 minutes sur ce spectacle, rien n'avait été testé. J'ai vraiment fait un spectacle test complet, et c'était super. Ça a été une géniale expérience d'avoir pu jouer. Je l'ai joué 6 fois, je crois, au Fridge. Ouais. C'était super. Et là, j'ai beaucoup retravaillé, j'ai réécrit plein de choses, et puis je vais continuer à en bouger pas mal dans la version là, maintenant, que je fais au Beau. Et puis voilà, la vie de ce spectacle, écoute, on va voir. Là, maintenant, il va passer à 19h30 les mardis. J'espère que j'aurai du monde. Et puis voilà, sinon, je vais continuer à faire mes trucs. Des premières parties avec Boone, là, qui sont prévues encore pendant un moment. Ouais, voilà. Oui, je crois que c'est tout. Mais pour revenir sur le truc de pas rusher... Ah oui, c'est intéressant. En plus, c'était ça la question de base. J'ai une toux depuis 2 mois. J'arrive pas à m'en débarrasser. Et c'est même pas le Covid. Ça aurait été plus simple. Bref. Donc, ouais, le fait de pas rusher, du coup, ouais, s'y prendre beaucoup en avance. Mais je sais pas, genre... J'ai l'impression que c'est que les gens qui sont monstrueusement organisés qui arrivent à faire ça. Putain, mais moi, j'ai un truc très bizarre. Je suis organisée, mais de façon très chaotique. J'ai toujours l'impression que j'écris pas. Ouais. Je suis toujours en train de dire, putain, c'est pourtant, dingue. Je suis venu, t'avais ton ordi avec... oui, mais c'est très erratique. J'écris 3 phrases et puis je réponds à un message, j'ouvre un truc, je regarde. Tu vois, je sais pas, moi, faire des gros tunnels. En fait, je sais jamais trop. Je crois que je me souviens même pas vraiment quand j'écris parfois. Je te jure que c'est bizarre. Je sais pas. Je pourrais pas du tout te dire une routine de travail ou une façon d'écrire, attendre d'être dans l'urgence ou pas. Effectivement, je commence à apprécier un peu l'écriture dans l'urgence. C'était pas le cas avant et j'y vois de plus en plus de bénéfices. Ouais. Mais j'aime aussi beaucoup avoir le temps de faire les choses. C'est peut-être ça la solution, en fait, juste le fait d'avoir potentiellement soit un cahier, soit l'ordinateur qui tourne à peu près en continu pendant que tu fais juste ta vie, même t'as l'impression de procrastiner, juste le fait de... En fait, c'est ça. Mais moi, toutes les fenêtres de tous les trucs que j'écris sont ouvertes.
en Ouais. permanence. Ouais. Et parfois, juste j'ouvre, je regarde, d'un coup j'ai une idée, une phrase, je la note, un truc, mais c'est toujours très accessible. Ouais, mais voilà, mais en fait, c'est ça le truc. C'est genre, au bout de la journée, si tu fais ça genre 10 fois, t'as quand même 10 lignes avec 10 idées différentes que tu peux développer. C'est vrai. Ah, ça va, on a trouvé la solution. à Et ben comment- voilà les gars, ça y comment est, écrire on a dans we le- cracked the code. Non mais là tu vois par exemple les vidéos que je fais de véritable podcast. Ah oui, putain, ouais, je voulais revenir là-dessus, j'avais complètement oublié. Sauf si t'avais d'autres trucs à dire avant. Mais Non, non, sinon, non, 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 ça au contraire. Genre, tu m'as fait ma transition, elle est parfaite. Eh ben c'est soit j'écris d'un jet, Ouais. mais totalement, et puis j'écris, c'est déjà monté, je retouche rien. Soit, genre là, la dernière fois, je me disais, oh là là, lequel je vais tourner, puis j'avais pas le temps d'en tourner 2 de suite, et puis j'en avais pas 2 surtout. Ça te prend combien de temps à produire ça? À tourner 2 épisodes, ça me prend 1h15, un truc comme ça. Ok. Euh, Voilà, petite curiosité, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. C'est Ok. chant contre chant. Bon, voilà. Puis mon mec m'aide, enfin tu vois, à faire le cadre. Il me microte pour qu'il y ait un bon son quand même. Et enfin, c'était pas le cas sur les 2 premiers épisodes. Mais là, genre la dernière fois, je me disais, oh, vas-y, je vais faire quoi? Et en fait, j'avais oublié. Mais j'avais écrit 3 débuts d'épisodes, j'en avais fini aucun. Ouais. Et j'étais satisfaite par aucun. Et j'ai dû un peu faire plouf plouf pour en choisir un et essayer d'aller au bout et de le développer. Mais là, par exemple, le prochain, pareil, je rajoute une phrase par jour. Après, je me dis, bon, ça, c'est encore trop explicatif. Mais justement, Aziz Vardar m'avait dit un jour, tu sais, quand je m'empêche d'écrire parfois ou que je commence à écrire, je me dis, ah, mais c'est pas bien, c'est pas drôle. Il m'a toujours dit, écris, tu rendras ça drôle après. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Écris, tu rendras ça drôle après. C'est dans ce sens-là que ça marche, en fait. Tu peux rendre les choses drôles après les avoir écrites. Écris ce qui vient de toi, écris ce qui sort, et après, tu travailles. L'écriture en soi, le fait que les choses sortent, c'est pas ça le travail. Pour moi, le travail, c'est la réécriture. C'est pas l'écriture. L'écriture, c'est... Ouais, où est-ce que tu as envie d'aller avec le véritable podcast? Parce que je vois que genre t'en sors beaucoup une fois par semaine. Ouais. Après ça. Bah parce que j'essaye, c'est pour être tranquille, j'essaye d'en écrire 2, d'en tourner 2. Franchement, si j'ai un peu une idée, ça me prend vraiment... À écrire, ça me prend 2 minutes, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais, parce que c'est très concept. Je vois les personnages, ils sont très marqués, ils sont très dans un archétype et Ouais. ça découle un peu tout seul. Oui. En fait, voilà, c'est ça, une fois que tu as un perso. Mais bon, après, il faut qu'il y ait des profils qui... En fait, tant que j'ai des idées, je continuerai. Ok. Mais si j'ai plus d'idées, là, tu vois, bon, pour les prochains, je suis un peu là, oh là là, qui a... Et puis, c'est toujours les personnages, mes persos dans The Véritable Podcast, c'est toujours... Un personnage, c'est un mélange de 4 personnes, Ouais, minimum. Ouais. Que je connais personnellement ou pas, tu vois. C'est juste parfois des gens que j'ai croisés, certaines personnes connues ou pas, ou tu vois, mais c'est toujours... Il y a un mélange d'au moins 4 personnes, donc à vélo, j'ai souvent des idées. D'un coup, j'ai une idée, un truc qui vient, le profil de quelqu'un qui se dessine. Et puis parfois, c'est très clair en moi, ceux qui ont une énergie masculine et que je vais jouer plutôt, tu vois, avec le bonnet, celles qui sont... Ils se genrent très vite dans ma tête. Et ça m'aide à écrire aussi. Ok. Mais bon, là, tu vois, je te dis ça, je suis un peu en train de flipper en me disant « Ah, ça se trouve, j'aurais plus jamais d'idée. » Là, je sais que j'en ai un. Le prochain, ça va être un youtubeur dépressif. Ça me fait un peu rire. Hyper conscient de ce qu'il fait. Et ça le déprime beaucoup. Voilà. Mais c'est tout. Est-ce que ces personnages-là, ils vont survivre à juste leur apparition dans Véritable Podcast? Parce que, en fait, il y a des persos qui sont tellement marqués, tellement forts et que t'habilles vraiment bien. Je me dis, ça serait marrant de les revoir ailleurs. Bah ouais, j'aimerais bien Genre, aussi. Typiquement, Fanny Ardente, qui est pas du coup dans le Véritable Podcast, mais je me dis, elle pourrait venir. Oh, c'est pas con. Merci. Ça me Allez, let's go. Ça me fait une idée en plus. Non, c'est pas con. Ouais, elle pourrait complètement venir, c'est vrai. Elle me manque aussi tellement. Ouais. Franchement, je voulais être sûre d'arrêter au bon moment. Comme si j'avais été suivie par 800 000 personnes, c'est n'importe quoi. Mais je voulais arrêter. Je voulais pas l'épuiser. Ouais. Et franchement, elle est née pendant le confinement. Et elle m'a tellement aidée, je l'aime tellement. Et elle, pareil, hein. Enfin, quand j'écris Fanny Ardente, ça me prend 45 secondes. Ouais. Ça sort, mais genre ça en un sentait jet. dans la fluidité où genre elle répondait juste au truc d'avant et que c'était juste une continuité de j'ai dit ça, je vais développer là-dessus et puis je vais Oui, c'est ça. Et je trouve ça très genre parce que je les ai tous mangés avant de venir les Fanny Ardente Cool. toutes les vidéos histoire de me dire je vais me documenter avant de faire vivre quelqu'un. Mais ouais, j'ai trouvé ça très très cool dans la manière d'écrire et je me suis dit tu devrais peut-être un peu plus écrire comme ça aussi quoi. Bah Juste ouais, ça dans me la manque. fluidité comme ça. Mais justement, tu vois, ça c'est des trucs que j'avais pas mal arrêté
mis en pause, essayé de mettre de côté pour être justement un peu plus stand-up, un peu plus digeste. Et en même temps, dès que je me suis rapprochée de ça, c'est ce qui a le mieux marché pour moi. Donc je me dis, bon, mais je pense que c'est pareil, ce que je te disais tout à l'heure, c'est des phases. C'est des phases, d'un coup, t'es très, très toi, très machin, après t'as besoin d'établir un peu en technique d'autres choses. Et puis si on bosse que les trucs qu'on sait faire, surtout au bout d'un moment, c'était aussi ça, parce que Fanny, c'est presque un peu trop facile pour moi. Et donc ça va perdre en richesse si j'épuise que ce truc-là. Non, faut que j'aille renforcer des faiblesses ailleurs, quitte à revenir sur des Fanny après. Puis alors encore plus d'épaisseur, plus de trucs, mais on se met des moments de pause, les Fanny. Oui, mais de toute façon, je t'avoue, j'en ai écrit un là en backup. Et parce que mon mec a acheté une nouvelle caméra, il me dit j'aimerais trop. Parce que moi, j'ai toujours tourné Fanny n'importe comment en posant mon iPhone. Je savais à quel point c'est bricolé. À part le tout dernier, pareil, que mon mec avait réalisé, mais que je trouve pas très bien d'ailleurs, avec les mouchoirs dans le lit et tout. Bon, vraiment, je l'ai fait pour le faire, mais on se connaissait pas depuis très longtemps avec mon mec. Il avait très peu regardé de Fanny. Et moi, je lui avais dit, mais non, je vais le faire avec mon téléphone. Il avait vachement insisté pour le faire, avec une super belle lumière et tout. C'est le truc des techniciens, genre. Bah ouais, et en fait, c'est gentil. Mais moi, je trouve que ça... Je sais pas, ça a perdu d'un truc pour moi. J'ai l'impression de trop de beauté en comédie, ça ruine un peu le propos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, ça dépend pourquoi, parce qu'en l'occurrence, Fanny, c'est ça qui est cool. C'est que c'est très beau, qu'elle est toujours dans des cadres un peu... Ce que je veux dire, c'est que c'est quand c'est pas genre justement fait un tout petit peu à l'arrache, j'ai l'impression que ça perd un peu voilà. Il y a un côté, moi j'aimais bien les jump cuts dégueulasses, les trucs, et ça du coup il a voulu me monter bien le truc. Et je trouve que ça va pas. Mais là, l'idée qu'il a eue peut être intéressante, faut voir. Et puis c'est vraiment genre un spécial comme ça. Et puis de toute façon, encore une fois, c'est pas comme si mon immense communauté l'attendait. Moi, ça me fait plaisir, ça ferait plaisir à ma mère. Moi, ça me ferait plaisir. Et à quelques personnes, je pense, qui aiment beaucoup Fanny. Tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir aussi genre soit le personnage de Ramana, soit genre le personnage à qui écrit Fanny, genre passer dans un autre chose. Genre, elle écrit à Jack, c'est ça ? Ouais, je crois. Jacques, je sais même plus ce que j'ai inventé. Jacques, je sais même pas qui c'est. En fait, je me suis posé la question de mais qui elle écrit en fait. Et je me dis, ce serait trop bien genre d'avoir aussi le point de vue de la personne qui reçoit des lettres en mode mais je sais même pas qui c'est cette meuf, tu vois, genre de choses. Genre sur d'autres trucs et qui a un peu genre une continuité entre tous les projets que tu fais parce que en fait j'ai vu que t'avais genre plein de projets. Genre sur ta chaîne YouTube notamment où il y avait plein de choses. Et je me dis, ce serait tellement cool qu'ils se répondent parce que genre il y a quelque chose de très très semblable à chaque fois. Et je me dis, c'est quoi selon toi? Mais je cherche encore ce qui est semblable. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Bah juste, tu sais, bêtement le fait que tu sois dedans, quoi. Genre le fait qu'il y ait ton écriture. Non mais c'est un peu le point commun. Mais genre je pourrais genre c'est pas comme d'autres œuvres faites par la même personne où je me dis ok cette œuvre là elle a rien à voir avec l'autre. Je me dis en fait tout ça habite dans un même univers, j'ai l'impression. Un univers qui peut être genre je sais pas très cartoonesque, très irréel, très je sais pas forcément surnaturel parce que c'est pas des trucs, il y a pas des gags qui sont très fantaisistes dedans, tu vois. Mais genre tout ça dans une vision du monde, dans une vision des personnages qui est cohérente les uns avec les autres, enfin qui sont cohérentes les visions les unes avec les autres, qui fait que moi genre tous les personnages qui sont dans le véritable podcast, si je les vois ailleurs dans ce que tu fais, je me dis ouais c'est logique. Oui c'est pas faux. Et du coup je me dis ça c'est un truc qui me plairait de voir ça parce que je me dis c'est trop bien genre. Mais puis c'est vrai qu'il y en a qui reviennent en plus, tu vois, pendant 2 ans je les ai retirés de la ligne, enfin j'en ai posté un sur Insta mais j'avais une web série, c'est le premier truc que j'ai fait en vidéo, je venais de revenir à Paris, qui s'appelait Schizo, Schizo et Zo comme un zoo, et c'était l'arrière d'un Uber, 3 personnages par épisode, et j'avais 6 personnages en tout. Et là, je sens qu'il y en a qui reviennent en moi dans le véritable podcast, genre l'humoriste, par exemple. Ouais. Et bah il est très proche d'une DJ lesbienne que je faisais dans Schizo, la Francesca Petrovic, je sais même plus comment je l'ai appelée, c'est Svetlana. J'ai eu un personnage un peu comme ça, un peu dingue. Et voilà, et ça c'est des persos qui reviennent un peu malgré moi. Et déjà à l'époque dans Schizo, j'avais eu des velléités de faire des épisodes sortis de route où on les voyait dans leur vie, on les suivait un peu en mockumentary. Enfin ouais, je sais que ça c'est un truc qui pourrait me brancher, mais je sais pas encore sous quelle forme. Et puis voilà, pour l'instant j'essaie juste de fidéliser un peu une clientèle en essayant de faire un peu le même truc longtemps et pas de changer tous les 4-5 épisodes de projet. Et en même temps, pareil, il faut bien faire ce qu'on veut. Ouais. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Eh ben, allez. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, c'était cool.
Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels, et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.